Merci d'être ensemble à la Galerie d'Architecture pour parler de la manière dont on assemble l'architecture. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Anne-Charlotte. Anne-Charlotte Zanassi, atelier Phileas, architecte. David Trottin, architecte. Donc moi, la belle Agman, je vous modérer cette discussion. Caroline Poulain, architecte, l'AEC. Emmanuel Marin-Trottin, architecte. Jacques Moussafir, architecte. Patrick Beckman, architecte également. Donc on est ici à la Galerie d'Architecture à Paris dans le cadre d'une exposition qui a été produite et conçue par Emmanuel Marin et David Trottin, dont le nom est Ensemble. Et c'est une exposition à l'occasion de laquelle, ou peut-être dans le cadre de laquelle, a aussi été produit ce livre qui s'appelle Architecture périphérique et qui retrace 20 ans de parcours de production, d'architecture, mais aussi d'initiatives diverses et qui ont contourné l'architecture. Parce que ce livre qui s'appelle Architecture périphérique, assez simplement, vient finalement de cette idée assez claire qui s'affirme après un parcours d'une vingtaine d'années, c'est que périphérique, et vous donc, c'est une grande entreprise de contournement et de détournement. À l'occasion d'un premier talk show, là c'est donc le second, on avait vu comment vous vous étiez attachés, vous et un certain nombre de vos comparses et collègues, à détourner les codes de la pop culture, notamment en vous livrant à un certain nombre d'initiatives éditoriales, donc des livres menés tambour battant avec un certain nombre de vos confrères et dont on a pu reparler. Vous aviez été saisi par les capacités de cette pop culture, vous en étiez inspiré pour sa rapidité, son immédiateté et sa capacité à... Vous aviez emprunté à cette dynamique de collage. On avait intitulé ce talk show « Se livrer en architecture ». Pour celui qui nous occupe aujourd'hui, on va parler de détournement, encore une fois, mais détournement cette fois-ci de procédures, de ZAC traditionnels, détourner la manière dont on fait la ville, peut-être traditionnellement, peut-être historiquement. On va aborder des projets qui ont fait date, que certains connaissent, peut-être d'autres pas encore, ce sera l'occasion de les réexpliquer. On va parler de Rosé, on va parler de Rebière, on va parler de la Cité du Théâtre, on va parler de projets à Paris ou dans d'autres coins français. On va parler aussi de chapelles internationales auxquelles Marin-Trottin n'ont pas nécessairement participé, mais avec Caroline Poulain qui est ici et dont elle est l'urbaniste. Donc on va parler de pratiques alternatives dans la fabrique de la ville ou dans la fabrique du cadre de vie. C'est ça qui va nous intéresser. On va parler d'échelles alternatives, on va parler d'acteurs alternatifs et on va parler de cette manière dont on peut assembler la ville. Donc je me tourne vers toi, David. Tu dis que la ville, c'est le rapport à l'autre. C'est un peu la dimension essentielle de l'urbanité. Donc est-ce que, de ton point de vue, pour garantir son urbanité, la ville doit être faite à échelle humaine? C'est comme ça qu'elle s'est faite naturellement. Pendant très longtemps, la ville, elle s'est faite par les gens qui habitaient, qui décidaient de se mettre à plusieurs. J'ai toujours cette vision, on va dire, un peu plus tard dans les westerns américains, où tu as toute la communauté qui se met ensemble pour lever la façade de la maison en bois que tu viens faire. Et puis une fois que tu as fait la maison de l'un, tu vas faire la maison de l'autre. Et comme ça, cette chose se fait par les gens, pour les gens. Cette idée, c'est un concept que l'on pourra reparler, pour nous et par nous. Je trouve que c'est quelque chose, en tout cas, qui donne de la légitimité à la fabrication de la ville. C'est pas le seul moyen de faire, mais en tout cas, je trouve qu'inventer, ce que tu disais en introduction, des méthodes alternatives, ou en tout cas des méthodes spécifiques à la fabrication de la ville, c'est presque l'enjeu d'un projet d'architecture. Voilà. En tout cas, pour nous, la rupture entre l'idée de l'architecture et l'idée de la ville n'a jamais été très nette. Et nous, ça nous intéresse d'utiliser les mêmes outils pour faire des bâtiments ou pour faire des propositions urbaines. Et dans les projets qu'on a évoqués, que ce soit en Rebière ou peut-être déjà précédemment en Rosé, il y avait cette dimension d'aventure collective auquel vous êtes attaché. Vous avez souvent commencé dans ces projets qu'on vous a confiés pour finaliser un lotissement, imaginer une rue comme à Paris. Vous êtes entouré de comparses et toi, tu pouvais dire, ou tu as redit encore récemment que dans ce rôle de micro-urbaniste, mais je te laisse le définir plus précisément, tu avais un peu le rôle d'un ambianceur. Tu n'utilises pas le rôle d'urbaniste, tu utilises le rôle d'ambianceur. Et là, on a cette dimension de nouveau de pop culture. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous expliquer? Peut-être que construire ensemble, fabriquer un projet commun, c'est donner à l'ensemble des acteurs qui vont construire l'envie de le faire ensemble. Oui. Donc c'est au-delà des règles, au-delà
des règlements, au-delà des contrats, au-delà des relations très contractuelles que nos métiers doivent avoir, c'est donner l'envie collective de faire quelque chose. C'est écouter l'autre, le comprendre, réintervenir, des fois se disputer sur la manière de faire, mais c'est en tout cas créer une relation forte entre les acteurs qui normalement doit générer une relation forte entre les architectures. Et quelque part, je pense, après aussi, une relation d'évidence, en tout cas pour les gens qui vont la pratiquer, de ces relations. Je trouve qu'il y a une transparence entre la manière dont les bâtiments se sont faits. Normalement, ça doit donner des bâtiments particuliers. Peut-être que je pourrais passer la tournée vers Jacques Massassir, parce que même si tu n'as pas participé à la Rerebière, tu as quand même fait partie de la première version de Rosé 1. Oui. Et dans ton souvenir, parce que c'est une expérience qui commence à dater, il serait peut-être intéressant de la reparcourir aujourd'hui avec du recul. C'est cette dynamique collective, le rôle qu'ont pu jouer Manuel Marin, David Trottin dans l'organisation de cette dynamique collective. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Et est-ce que c'était différent de ce que tu pratiques dans des Oui, en fait, Rosé est intervenu un peu comme l'aboutissement de 36 modèles. Oui. Puisque avant Rosé, il y avait eu l'appel à projet que avait lancé Emmanuel, David et également Anne-Françoise et Louis et il y avait aussi Jacob. Jacob et Marie Farnet. Et donc c'était effectivement quelque chose on avait déjà fait des projets pour cet ouvrage qui est sans site et on démarrait tous plus ou moins notre activité. Et à un moment donné, il y a eu cette occasion, cette opportunité qui a été donc cette proposition de périphérique d'appliquer le projet qu'on avait fait, qu'on avait proposé dans 36 modèles sur un site réel. Et donc évidemment, c'était ce qui était intéressant aussi, c'est la manière dont vous avez conçu le lotissement. Donc une autre façon de lotir en fait, par rapport à la raquette, au modèle habituel qui était en vigueur. Donc l'idée c'était de proposer une alternative. Et donc chacun avait conçu des projets qui avaient été ensuite, David avait attribué des parcelles à différents intervenants, qui étaient en général de manière un peu aléatoire. Quand tu fais tes gestes comme ça avec les mains, ça recoupe en fait l'idée de principe qu'on avait eue, c'est que moi j'ai extrêmement confiance dans le PLU comme règle de base de fabrication de la ville. C'est une sorte de base qui se construit comme ça au fil du temps, et je trouve que souvent il n'y a pas besoin d'en rajouter comme autre règle. Mais par contre, il suffit de pervertir, avec tes mains tu indiquais le sens des parcelles. Le PLU il est très très con quand tu prends des parcelles rectangles que tu poses les unes à côté des autres et dont la largeur est égale à 2 fois une voiture stationnée plus une entrée de parking. Par contre, dès que tu commences à donner à la forme de la parcelle une autre forme, avec la même règle qui s'applique sur des limites, sur des distances, sur des reculs, il se fabrique quelque chose assez naturellement. Et j'aime beaucoup la force de la règle et la manière dont, en mettant un grain de sable dans la règle, il se fabrique quelque chose d'autre qui est expérimental, peut-être, on ne sait pas tout ce que ça va donner, il faut des fois le recaler. Mais en tout cas, je trouve que, c'est ce que quand tu repenses à ce projet-là, tu penses à la forme de la parcelle. Et je pense que la forme de la parcelle avait naturellement impliqué quelque chose. Voilà, ça donnait une nouvelle direction pour changer quelque chose. Oui, il y avait des parcelles polygonales. Mais il y avait un soin surtout apporté aux parties communes, à tout ce qui était entre les parcelles. Et je trouve que le projet était vachement très motivant pour travailler là-dessus. Parce que le sujet, c'était effectivement celui de la maison modèle. Maison à bas prix, construction en bois déjà à l'époque, et puis surtout réinterroger la forme du lotissement. C'est comment on vit ensemble, comment on fabrique le lotissement ensemble et comment on vit ensemble dans un environnement complètement végétalisé, puisque le lien finalement de toutes ces maisons très différentes, c'était vraiment le végétal. C'était la règle de Rosé. Ça a été finalement la règle de Rosé, et aujourd'hui quand on voit les images de Rosé défiler, ce qui en ressort le plus, c'est cette présence du végétal. Suivant les maisons, en fait, elles s'inséraient différemment, mais la part du végétal était très très présente.
Et c'est vrai qu'il y avait un côté ludique qui était assez intéressant. Et effectivement, c'était entre la règle et la digression, où formellement c'était assez varié, mais il y avait quand même une cohérence très forte. Oui, j'ai l'impression que vous avez cette appétence pour jouer avec la règle, et la règle ne vaut que pour être tordue. En tout cas, c'est une propension naturelle qu'on retrouve chez vous. Donc, est-ce que la règle pour valoir doit être détournée, ou est-ce que la règle pour valoir doit être choisie et revendiquée pour soi-même? Peut-être que tu peux nous dire quelles étaient les règles de Rebière, peut-être, en nous décrivant ce projet? La rue Rebière, c'est une opération assez étonnante où on n'est pas. C'est la ville de Paris, via. C'est une filiale de logement social qui est Paris Habitat, qui lance une consultation pour lotir, je ne sais pas si c'est pas le bon terme, enfin pour construire une série de logements le long d'une rue qui fait 600 mètres de long, qui a été gagnée sur un ancien bastion de 1870 qui limitait Paris. Donc une rue à l'origine très très large, qui est réduite, qui devient une sorte de bande constructible de 20 mètres par 600 mètres de long, sur lequel il y a une sorte des urbanistes qui ont dessiné, donc c'est Michel Gutmann qui avait dessiné des terrains carrés les uns à côté des autres, avec cette idée d'avoir un plein, un vide qui venait se mettre. Et nous, on avait été choisis par la ville de Paris pour, quelque part, organiser le travail à plusieurs qui devait se mettre en place. Donc, on a organisé d'abord, on a essayé de sélectionner les architectes qui avaient envie de travailler ensemble. Je me rappelle de vous, la UC, qui était venu défendre votre position pour être sélectionné en tant qu'architecte à l'époque sur ce sujet. Maintenant que tu le dis, mais. Non, mais c'est complètement échappé. Ça me revient, je me revois. Effectivement, ça me parle. Je revois la chose. Et on avait fait, donc, il y avait malheureusement, comme souvent dans les consultations, plus d'appelés que d'élus à la fin qui avait été retenu. Mais avec cette envie, qui, nous, avait été un élément fort dans le préambule qu'on avait dit, c'est que si on allait travailler ensemble, on allait faire quelque chose ensemble. Enfin, déjà, cette idée d'ensemble, c'était pas simplement de distribuer des parcelles, et que chacun se mette dessus, c'était que tous ensemble, on allait fabriquer quelque chose de commun. Et on se pose la question de comment on fait, communément. Voilà. En fait. Et cette démarche, on va dire un peu comme ça, je trouve la notion d'expérience, elle est souvent un peu compliquée à faire comprendre aux gens. On va faire une expérience. Ça a l'air d'un truc que tu ne sais pas où tu vas aller. Moi, j'aime bien quand même un peu cette espèce de choses où on va fabriquer quelque chose ensemble. On a suffisamment d'habitudes les uns et les autres pour savoir que le but à atteindre, il va être fonctionnel, technique, économique. Mais si on arrive à atteindre ce but, ces éléments-là, tout en trouvant des chemins de traverse, en découvrant des choses, en inventant, c'est que du bonus pour tout le monde. On a l'impression d'avoir fait quelque chose, une œuvre commune. Et est-ce que ça produit quelque chose de différent? Dans le cas de Rebière, oui, parce que le travail qu'on a mis en place, c'est ce travail un peu de communauté, de pensée qui va échanger. C'est de dire, on fait une règle très simple, qui est la règle urbaine de la ville, le PLU de la ville. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est que chacun connaîtra ce qui se passe à côté. Donc quand on fait la ville, très souvent, on est dans un contexte. On est entre deux pignons haussmanniens et on fait une parcelle. On est du côté de Chapelle Internationale. On peut imaginer que quand vous arrivez, vous savez comment vont être les bâtiments d'à côté. En tout cas, il y a une partie de voisinage qui est connue. Il y a une règle qui est donnée. Une règle qui est donnée, mais en tout cas, moi, je pense plus que la règle, ce que je préfère, c'est savoir ce qui va se construire à côté. Comment la règle a été interprétée par les gens qui vont intervenir. Et quand on a ça en tant qu'architecte, on est très à l'aise. Enfin, je veux dire, en tout cas, on est plus à l'aise. On peut être contre, on peut être pour, on peut prendre un élément et tisser son discours autour de cet élément. Donc, en fait, on a inventé cette idée-là que le projet allait se faire par des maquettes. Tout le monde faisait des maquettes toutes les 3 semaines. On faisait un workshop, tout le monde arrivait, posait sa maquette et tout le monde discutait de comment il avait répondu à l'attente ou de l'un ou de l'autre. Et le projet se co-construisait finalement à plusieurs avec cette... Et au regard de ce qui se passait sur la parcelle voisine, en fait. C'était vraiment cette expérience et cette expérimentation des projets des uns des autres et de la manière dont ils se regardaient qui faisait évoluer Si tu mets une fenêtre dans la façade qui regarde mon projet, comment je réagis? Est-ce que je mets un mur plein pour pas que le projet de
trop de visibilité, ou au contraire, est-ce que je vais fabriquer une autre fenêtre et puis il y aura un vis-à-vis. Donc cet échange, on va dire, humain dans la fabrication du projet, il a une incidence, que je disais au début, dans l'image architecturale que ça va avoir. La relation que les acteurs qui fabriquent le projet ensemble ont devient la réaction que les bâtiments ont eux-mêmes. Et les usagers, les habitants ensuite. Et ensuite les habitants. Le temps, oui. Pardon, c'est d'autant plus marquant qu'effectivement, je crois me souvenir que la façade côté cimetière, vous aviez Pas de vue. On n'avait pas le droit d'avoir des vues. Donc du coup, c'était des projets qui étaient orientés forcément Voilà. les uns vers les autres. Ouais, ou des stratégies pour justement récupérer des vues en échappée, mais qui n'étaient pas frontales sur le cimetière. Et d'ailleurs, suivant les architectes, il y en a qui sont restés sur leur parcelle en racontant quelque chose, soit avec eux-mêmes, soit les uns avec les autres, et puis il y en a qui ont souhaité redimensionner et recouper les parcelles pour avoir encore plus de choses à raconter avec son voisin, en fait. Ils ont multiplié les frottements. C'est l'effet du workshop, en fait. Oui, c'est ça. Vraiment, la fabrication à plusieurs, elle a ceci de très dynamisant. Et le média maquette, qui est aussi une espèce de réduction de la chose construite, que tout le monde peut comprendre facilement, et quand on met deux maquettes les unes à côté des autres, on voit tout de suite l'interaction que les bâtiments, au final, pourront... C'était d'autant plus intéressant que le workshop se passait au rez-de-chaussée de la Tour du Bois-le-Prêtre. La Tour du Bois-le-Prêtre, et qu'effectivement c'était ouvert aussi au regard potentiellement d'habitants de proximité qui voyaient aussi comment la ville se construisait. Et c'est vrai que pour nous c'est quand même essentiel, c'est la manière dont, in fine, le projet va être reçu et va être vécu, puisque le projet architectural, on a tendance à dire que le projet architectural dure 1 an et qu'à l'issue de cette première année, ça devient un lieu de vie. Donc voilà, c'est essentiel que les gens s'en emparent, et s'ils peuvent s'en emparer tôt, la réaction est d'autant plus pertinente. Je me rends compte qu'en vous entendant parler, qu'il y a ce geste qui est quand même commun de faire un serpentin avec ses mains, de parler de ses projets. Vous avez tous, ça a l'air d'être une manière d'illustrer l'urbanisme, vu la manière dont il devrait se faire. Donc ce mouvement serpentin, ça fait écho chez moi à quelque chose que tu m'as dit récemment, Caroline, qui est ici la seule urbaniste attitrée, on va dire. La pro, et en plus primée récemment au Grand Prix de l'urbanisme. Donc je me retourne vers toi parce que tu m'as dit récemment que l'urbanisme, c'est long, et ça glisse comme un serpent. Et donc il faut savoir bouger ensemble. Et là on a eu l'écho de pratiques de micro-urbanisme, de pratiques urbaines qui se sont faites entre architectes. Et comment toi, en tant qu'urbaniste qui en plus ne construit pas dans les actes, bien dans les ensembles dans lesquels tu interviens, comment tu peux garantir que ça bouge ensemble? Est-ce que c'est l'urbaniste qui peut garantir ça, ou est-ce qu'il est caution de ça? Comment ça se passe? Non, c'est plus le projet en fait, qui est le vecteur qui doit... Quand j'ai dit que ça serpentait, c'était l'idée qu'à un moment, le projet, il est là toujours pour se réinventer et s'ajuster dans ce temps long du projet urbain qui peut durer 10, 15, 20 ans. Donc c'est par rapport à ça, je pense vraiment que l'axe, enfin en tout cas nous c'est comme ça qu'on fonctionne à l'agence, c'est en fait c'est le projet qui doit toujours être redynamisé et qui te motive pour ne jamais lâcher ton projet, mais en même temps l'ajuster en permanence. Et comment tu garantis que le serpent serpente, mais quand même qu'il aille dans la bonne direction? Parce que tu as quand même l'idée d'une direction, c'est très clair. Non, mais c'est ça, il y a l'ossature du projet, mais un projet, la force directrice d'un projet, même si elle sait s'adapter, elle doit rester forte et puissante. Et comment tu garantis, sans être dans la trop autoritaire ou directive? On sait que les expériences sont partagées, et tu pourras nous donner ton point de vue, et on vérifiera si Jacques Musafir, qui construit la chapelle internationale, valide. Non, mais après, je pense que ça dépend des projets. Par exemple, je pense que Chapelle internationale, c'est peut-être un des projets de l'agence qui est peut-être le plus directif. Parce qu'on avait gagné ce concours avec cette idée des 2 strates, donc on est dans le 18e arrondissement, à côté des voies ferrées qui sortent de la gare du Nord, et donc on savait qu'il y aurait une nouvelle halle logistique qui allait s'implanter le long du fer pour accueillir un train. Et nous, sur ces bases-là, on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est de construire une strate qu'on a appelée le Mont-Bas, qui était un peu la partie qui était vraiment en prise avec l'espace public,
du sol de la ville, et ensuite on s'était surmonté de ce qu'on appelait le monde haut, où là il y avait des émergences qui échappaient et donc qui gagnaient en vue sur le grand paysage du nord parisien. Donc là on était assez directif pour deux raisons. Donc déjà il y avait ces deux strates qu'on avait envie de mettre en place pour travailler des interactions, notamment au niveau des rez-de-chaussée et premier étage, et aussi le programme qui était quand même très dense. Donc nous en fait on avait été obligés au préalable pour accompagner le projet et selon toutes les différentes étapes d'un projet qui se constitue, c'était comme un Rubik's Cube. Donc en fait, comme le programme, donc en fait, on avait réussi à finalement à peu près à faire rentrer le programme. Donc du coup, les architectes, quand ils arrivaient au moment du concours, ils étaient quand même très contraints dans leur forme. Mais ça, c'est pas notre manière de faire partout. C'est la manière dont on a géré ce projet de Chapelle Internationale spécifiquement. Et donc Jacques, comment se glisse dans la peau d'un serpent? C'était plutôt quelque chose de positif, cette contrainte en fait. Parce que au tout début, c'est vrai qu'on se disait tiens, tout est donné, la trame du socle, le gabarit et les volumes enveloppes, tout était défini. Mais en fait, après, il y a toute la liberté de composer à l'intérieur. Et donc, moi, maintenant que c'est construit, je me dis que c'est quelque chose qui unifie complètement l'ensemble de ce quartier, qui donne une cohérence, qui est souvent quelque chose qui manque dans les aménagements de ce type. Et nous, on a très bien vécu en fait le fait de devoir se plier à cette rigueur. Ça a encouragé, moi j'aime bien la géométrie, donc les choses étaient très claires. D'avoir un bâtiment périctère, déjà c'est quelque chose qui est très rare, de construire un bâtiment où on tourne sur les quatre côtés, donc ça fait une sorte d'entité un peu autonome comme ça. Et puis ensuite à chacune de ces entités, il y avait à la fois ce qui est intéressant, nous on a joué la diversité à l'intérieur de cette unité. D'autres, nos voisins, souvent, ont joué plutôt l'uniformité. Il y avait donc cette opposition entre le monde bas et le monde haut qu'on a essayé de mettre en scène, et également entre les deux plots qu'on a également essayé de différencier avec des éléments communs aussi entre eux. Donc moi j'aime bien cette complexité, c'est-à-dire ce côté à la fois d'avoir cette espèce de ligne de flottaison dans tout le quartier, donc qui est mise en évidence, et ensuite de jouer sur des différenciations en partie haute, mais pas trop importantes, avec surtout on a joué sur les matériaux, on a très peu de matériaux, on a 3 matériaux, mais on les a déclinés de manière telle que les choses sont quand même en rapport, les deux tours sont en rapport, l'une avec l'autre, mais elles sont très différentes. C'est quelque chose. Et avec les voisins aussi. Et avec les voisins aussi, qui eux... Même si vous étiez dans les premiers, en fait, par rapport à la question tout à l'heure, en fait, vous, quand vous faites le concours, vous êtes les premiers à faire le concours. Ah bon? Ouais. Il y a 2 lots qui sont lancés par la RRP et en parallèle, oui. Vous et le lot mitoyen, les 2 concours sont lancés en même temps. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis tout à l'heure, Caroline, de la direction qui finalement n'est pas une contrainte, mais qui est nécessaire, elle m'apparaît d'autant plus nécessaire qu'on est face là à un grand paysage, puisque les voies de chemin de fer sont quand même l'est du vide, et que pour structurer ce paysage, il y a nécessité d'un geste, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, mais en tous les cas d'une prise de position un peu forte dans laquelle chacun va pouvoir s'inscrire. Après, j'ai une question, c'est est-ce que finalement l'orientation qu'ont pris le premier projet, qu'a pris le premier projet, ou les 2 premiers, a fait justement serpenter différemment ou infléchi le projet? Mais évidemment, au fur et à mesure que les projets avancent, c'est hyper intéressant parce que, évidemment, le coup d'après, tu t'anticipes mieux et puis toi-même, t'es en prise avec, t'es plus dans ta
dans ta volumétrie que tu avais donnée, tout d'un coup, cette volumétrie, elle prend une forme, elle devient très spécifique et elle prend l'écriture de celui qui la porte. Donc effectivement, au fur et à mesure du projet, le projet s'enrichit lui-même et par exemple, à travers les workshops, évidemment, vous pouvez se dire, voilà, eux ils ont un béton chaud, celui-ci il a un béton beaucoup plus froid, donc après on retravaillait en fonction aussi de ce qu'on avait évidemment sous les yeux et même à toucher, hein, parce que vraiment à Chapelle on touche le béton, voilà. Et donc tu disais que vous aviez joué la partition plutôt à 2 fois 2 mains. Et en fait, ça c'est assez intéressant, mais ça par contre, on n'était pas volontaire pour ça, c'est les architectes qui ont choisi. Mais si ça a été un heureux hasard, ça s'est alterné en fait. Donc il y a ceux qui ont fait des partitions différentes, et après il y a une partition faite à 4 mains. Et en fait, ça c'est très bien parce que du coup, ça redonne à la fois toujours, c'est à la fois des récurrences et puis cette forme de diversité qu'on cherchait aussi. Donc voilà, c'est une partition qui se joue assez bien. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on voit 2 démarches finalement assez opposées. Une qui est vraiment un travail avec énormément de règles, énormément de lignes directrices qui vous imposent des hauteurs, des largeurs, une forme de plot, donc une forme de logement, etc. Et un travail finalement sur la variation, un peu comme la musique, on vous donne une portée, puis vous allez un peu dans l'interprétation faire varier la musique. Et une beaucoup plus libre, où finalement la responsabilité est redonnée aux architectes en disant on va composer encore plus ensemble, encore plus dans une sorte de liberté commune, mais attention, on est quand même là pour faire la ville, donc on a une responsabilité. Donc, plus on va avancer, plus il va falloir quand même qu'on se donne certaines règles, parce que voilà, cette responsabilité est importante. On sort de notre propre rôle juste d'architecte, on va faire un petit bout de truc, mais au contraire, on travaille sur la grande échelle. Et je trouve que toutes ces choses qu'on arrive à composer, et finalement l'ensemble revient en permanence dans les discours qu'on peut avoir, et de plus en plus intéressant. Moi, je trouve, j'ai toujours été fasciné par l'idée d'inventer société ensemble. Il y a le film, Sa Majesté des Mouches, il y a plein de films comme ça qui parlent de, il n'y a plus rien, il n'y a plus de société, et tu as des gens qui sont là et qui essayent de faire société ensemble. Et comment ils vont devoir à un moment réinventer des règles qui sont, l'ordre, l'éducation, et je trouve que c'est assez intéressant d'enlever toutes. Moi j'aime bien l'idée de la table rase, pas forcément par rapport à un contexte quand on fait de la ville, mais par rapport à la manière de le faire, de se dire on enlève tout, qu'est-ce que c'est que faire la ville ensemble? C'est pas toujours la même chose, c'est-à-dire que je reste persuadée que la réponse de Rebière, elle n'avait pas lieu d'être à Chapelle internationale et inversement. Le contexte est quand même très très porteur en fait du processus qu'on a envie d'inventer. Après j'entends sur l'envie de l'invention du processus, parce que c'est aussi ce qui nous fait vibrer, c'est de se réinventer soi-même, en se réinterrogeant sur comment on fait les choses, comment on les a fait et comment on a envie de les faire demain, mais en même temps on est quand même toujours très très sensibilisé à ce qui nous entoure, et c'est ça qui nous fait aussi trouver ou réinterroger les choses en fait. Mais dans ces 2 exemples, à chaque fois le mot ensemble est structurant. Oui, c'est différemment, mais oui. Et l'implication. Et si on se projette un petit peu en arrière, où finalement la ville n'était qu'une composition, c'est-à-dire qu'on vous donnait des petits modules et on composait la ville parce qu'il y avait de l'ordre. Et un ordre classique, et c'est ce que Haussmann a fait dans des grands dessins, et on composait la ville comme ça. Et l'ensemble il était en amont. Elle n'était pas ensemble. On était juste nous dans un. Il y avait peut-être une vision d'ensemble. Oui, c'est ça, en amont, tu avais une vision d'ensemble, mais un peu comme à Rebière, quelque part, le travail des urbanistes était en amont. Donc finalement, notre grain de sable, comme dirait David, il était justement il nous apparaissait nécessaire pour raconter une autre couche sur cette écriture déjà préétablie en fait. Dans ces 2 expériences qu'on a évoquées, donc à la fois Rebière ou bien Chapelle internationale, je pense que ce qui peut être aussi à la fois commun et légèrement différent, c'est que dans Rebière, ou peut-être même déjà dans Rosé, il y a cette notion d'instantanéité. Tout le monde arrive ensemble à un même moment et on fait ensemble, conjointement,
au même moment, dans une forme d'immédiateté. Alors que Chapelle Internationale, il y a un ensemble et une succession, cette variation, il y a le temps qui s'y met, c'est ensemble les uns après les autres, cette variation. Donc, oui, puis par exemple, Chapelle, et de toute façon, nous, notre approche, elle est là où je pense qu'on n'est pas forcément dans la même vision, c'est que nous, par exemple, il n'y a pas du tout de notion de table rase. Nous, on est toujours vraiment en réaction avec ce qui est présent. Oui, là, notamment, on s'est calé, par exemple, sur la Alfred, qui était vraiment un vrai élément de début, qui était vraiment lié au fer, dans sa longueur, etc. Et surtout, à comment les choses étaient vraiment totalement dans cette particularité du paysage dans lequel il s'inscrivait, qui nous donnait complètement la légitimité et la force du projet. Notamment les deux grandes tours qui existaient déjà, qui sont au bout de la rue de la Chapelle, au niveau de la porte de la Chapelle. Tout ça, ça rentre dans le même jeu. Dans l'axe de la rue des Cheminots, il y a Pleyel. Sinon, tous les bâtiments sont tournés vers Montmartre. On est complètement dans quelque chose d'inscrit, en fait. Je parlais pas mais ma table rase, c'est la table rase de la méthode. La table rase du contexte qui pourrait avoir, mais qui n'est pas dans le cas présent. Mais nous, dans les acteurs, si tu veux, ce que je pense sincèrement, c'est que c'est pas uniquement des architectes. Il y a plein d'autres paramètres. C'est pas juste des architectes ensemble qui assemblent. C'est intéressant. Voilà. Non, mais ça pose la question de l'échelle. Et ça, je trouve, et de la temporalité et du fait du besoin d'une certaine échelle. On a besoin d'acteurs spécialistes qui vont savoir mettre ensemble autour d'une table plein de des investisseurs, la ville, et une autre échelle qui moi je trouve intéressante, qui peut partir de l'échelle du bâtiment. Dans un bâtiment, on peut avoir approche urbaine. Un projet comme celui qu'on vient de rendre avec Aldric et Anne-Charlotte pour Paris Habitat dans un îlot à Tolbiac, où on est dans une sorte de macro-lot, de gros site architectural qui est une pièce de la ville, où on est encore dans cette échelle où les architectes avec le programme peuvent faire œuvre ensemble. Et ça peut se faire à l'échelle d'un tout petit bâtiment ou à l'échelle. Et moi je me pose vraiment la question de cette idée aujourd'hui de la ville doit se faire par gros morceaux. Est-ce qu'aujourd'hui la ville, il y a une légitimité à vouloir la faire par gros ensembles, ou est-ce que finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer que la ville c'est une succession de petits ensembles qui viennent les uns à côté des autres et qui sont d'une maîtrise finalement de co-travail entre concepteurs et usagers. Mais finalement, vous à Chapelle Internationale, me semble-t-il, vous arrivez à faire un gros morceau de ville avec une démarche qui permet aussi de retrouver une échelle intermédiaire, puisque finalement il y a des binômes qui travaillent ensemble et qui redonnent cette écriture successive. Il y a cette... je pense que toutes les échelles sont nécessaires. Il y a la grande échelle qui est nécessaire. Tu parlais d'Haussmann tout à l'heure, elle existait malgré tout, même si à un moment donné tu construis ta parcelle. Il y a cette grande échelle, et puis justement c'est cette grande échelle qui permet aussi à un moment donné d'ouvrir de la liberté et de la différence, parce que justement il y a ce cadre fort à un moment donné. De toute façon, qu'est-ce qui génère la ville en fait, en grande dimension ou en plus petite dimension? C'est l'arrivée d'un transport, c'est l'arrivée d'un équipement urbain, un équipement générateur urbain. Et c'est là que se pose la question du coup de la méthode, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place les grandes lignes structurantes d'un urbanisme et après redécouper ça. Et donc c'est vraiment ça l'idée de la méthode appropriée à chaque temps. Sachant que le temps est très très long pour la ville. C'est souvent, quand on parle de l'arrivée d'une gare, on parle de 20 ans. Donc c'est questionner la méthode. C'est bien que tu introduises la question de la méthode, parce qu'on sait qu'on est dans un pays, la France, la ville se fait comme beaucoup par des hommes politiques, mais aussi il y a beaucoup de techniciens, d'administratifs qui raffolent de tableurs Excel, de procédures, de cases à coller, de phases, etc. On est champion du monde presque en France pour ça.
Et donc, comment, quand on a cette boîte à outils qui est rigide, on peut, je me tourne vers Caroline, parce que tu viens certainement imaginer autre chose, comment on peut garantir de concevoir des outils, parce qu'on vous les demande, ça nécessairement tout le monde les demande, et même les architectes, comment tu arrives à faire des outils qui soient des outils flexibles? Parce que je crois savoir que, comme certains nombre de tes confrères, tu détestes la fiche de l'eau. Et donc, comment on peut dépasser cette fiche de l'eau qui est toujours nécessairement datée et infamante? Je pense que c'est par le projet de manière enfin alors, après, c'est difficile de parler de manière générale parce que nous, par exemple, quand on fait un projet à Lille, dans des halles qu'on retransforme, c'est complètement une autre démarche que ce qu'on peut faire à Chapelle. Donc chaque projet, on va essayer d'en trouver une force. Et donc la fiche de l'eau, à des moments, on est obligé de la faire parce que ça fait partie de toute la procédure qui en découle. Mais je pense que je ne sais pas comment on peut si facilement s'en affranchir, mais c'est vrai que moi je déteste le terme, quoi. Faire une fiche de l'eau, je sais pas, c'est horrible. Ah ben alors là, combien on va faire de fiches de l'eau là, donc je sais pas. Mais il y a peut-être une question, t'interroges peut-être la méthode là en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc nous, on essaie de détourner un peu le truc, on essaie plutôt de réexpliquer le projet et d'essayer de poser les choses après. Mais je pense que... Mais l'acte à détourner, on va dire, pour tout le monde, devient quand même la fiche de l'eau à un moment. Oui, mais comme dans un contrat, mais surtout la micro-ligne que tu vas analyser, ça va être à détourner ou réinterroger, en fait. Oui, c'est la même chose. Moi, je trouve... moi, j'aime la règle pour la capacité qu'elle a d'être détournée. Une règle, je pense que tous autour de la table, dès qu'on la voit, on la voit avec gourmandise en se disant mais où est-ce que sont les trous? Comment on va pouvoir... Je pense que c'est simplement un côté extrêmement ludique et humain de faire ça. Sauf si elle a une pleine... Même si elle a une pleine légitimité. Pleine légitimité sur le bien commun à tout niveau. Ça existe. On peut y croire. On peut l'espérer. Non, mais au moins la réinterroger. On peut être critique. Moi, je suis critique par nature dans ce genre de situation. Non, il faut l'être. Bien sûr. On te donne une loi. Bien sûr. Tu vis dans une... Même si tu peux respecter l'État, tu questionnes toujours la loi qui est mise sur ça. Tu peux aller là. Tu l'interroges, tu as envie de voir comment tu peux négocier ou trouver des solutions. Donc, en fait, finalement, elle est absolument nécessaire, la règle du jeu, on va dire quelque part, de ça. Et en fait, après, je pense que l'intérêt de la démarche de celui qui pilote le projet urbain, c'est la tolérance qu'il va avoir à la réaction intelligente ou critique des partenaires qui sont autour. Finalement, de se dire, on n'avait pas vu qu'en prenant le truc comme ça, tu pouvais faire ça. Finalement, c'est ton serpent qui bouge. Finalement, c'est ça, l'attitude de la sinusoïde du serpent. Oui. C'est la capacité à... Quand dans un projet, il y a un bon projet qui vient dedans, c'est ce que tu attends. Ça fait jurisprudence. Non, oui, même pas forcément. Ouais, enfin, voilà, tu attends des bons projets. Donc, si... après, ça... Non, mais je pense que la problématique là, de la fiche de l'eau, c'est la problématique de la ZAC, c'est la fameuse taille de certaines escalopes, et à la fin, qu'est-ce que ça produit? Alors, et même parfois avec des bonnes architectures. Donc, c'est un peu figé. Ah oui. C'est comme si tout d'un coup on s'arrêtait. Comme si le temps s'arrêtait, exactement. Et puis en plus, toute la linguistique, tout le langage qui s'applique sur une fiche de l'eau est terrible. Ah oui. Par exemple. Je sais pas quoi, il y a des trucs. C'est très très bizarre. Et en fait, pour reprendre un peu ce que dit David, quand tout d'un coup on va avoir marqué l'angle, on va se dire attends, si je marque pas l'angle, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'on va avoir envie de questionner, c'est renverser le truc et d'aller un peu au contraire, parce que marquer l'angle, ça veut dire. Non, mais c'est pour vérifier le sens en fait. Oui. Où est le sens? En fait, pour faire un projet et le développer, il y a un moment, tu as besoin de réinterroger la question qu'on te pose pour savoir comment tu te positionnes par rapport à la réponse que tu peux apporter. Et le problème qu'on a sur toutes ces actes, même avec effectivement des bons éléments architecturaux, c'est qu'à un moment c'est figé. Et ça serait amusant de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain, quel espace supplémentaire. Voilà, c'est la question qui me taraude le plus, c'est le coup d'après. Moi j'ai l'impression que la ville a été faite
il y a au XXe siècle sur cette idée de la sédimentation, des couches qui venaient, et des projets qui se reconstruisaient les uns sur les autres. Et la ville moderne s'est orientée vers un projet one-shot. C'est-à-dire que tu fais le truc, tu le fais, il doit marcher tout de suite, il doit être fini tout de suite, et demain, on verra bien. Alors qu'il n'y a pas cette capacité d'être en chantier en permanence, de se fabriquer en permanence, puisque la ville haussmannienne est une dernière ville où tu peux imaginer qu'elle était déjà en usage, alors qu'il y avait encore des parcelles en creuse qu'on construisait, et que aujourd'hui il y a quand même une espèce de rêve politique peut-être, parce que ça tient aussi aux élections, aux durées de mandat, au fait de vouloir inaugurer, couper un ruban et tout soit fini, de vouloir fabriquer des morceaux de ville assez importants, tout fini d'un coup. Je trouve ça, je trouve que la réalité du chantier, la fabrication, c'est quelque chose qui est aussi un moteur de compréhension de comment ça se passe. Et finalement, est-ce qu'il faut vraiment vouloir tout faire d'un coup, tout finir, ou est-ce que, au contraire, le process ne fait pas partie aussi du projet? Non, mais surtout qu'il y a l'architecture, mais il y a tout le vide qui est censé être de l'espace public structurant et non pas résiduel entre différents bâtiments. Et très souvent, c'est pour ça que souvent les nouveaux quartiers, tu as juste envie de pleurer, ou surtout pas y habiter. C'est parce qu'effectivement, je pense qu'à des moments, le plan est dessiné, les vides sont posés, mais alors parfois plutôt comme non pas des vides structurants, mais des résidus. Et après, le projet il continue, les architectes ont beau essayer de faire au mieux, le truc à la fin, il est juste pas digeste, parce que tout est séparé, en fait. Là, on dit ensemble. Mais par exemple, je pense que c'est pour ça qu'il faut que le plan continue à évoluer. C'est pour ça qu'il faut que le dialogue continue. C'est pour ça qu'il faut qu'aussi ceux qui font les projets puissent travailler sur l'espace public pour être en prise, en réelle permanence, en rapport avec les architectes qui construisent, parce que tu es là, tu discutes de la bordure du trottoir, du nivellement. Tu peux être des fois d'accord, pas d'accord, mais au moins tu parles de la même chose et dans le même temps, à certains moments. Et justement, c'est pas un plan qui a été jeté une fois, défini, et puis la construction avance toute seule. Et ça, je pense, c'est hyper important. C'est vrai pour la programmation aussi, d'ailleurs. La programmation des rez-de-chaussée, des espaces, enfin, c'est vraiment intimement lié, l'espace public. C'est vrai que vous avez évoqué la fiche de l'eau et les questions qu'elle posait, Marc Lang et plein d'autres. J'ai l'impression que le problème, c'est que vous avez des questions et pas nécessairement les interlocuteurs à qui les poser, parce que ça a été écrit à un moment par quelqu'un qui n'est plus là, et on se rend bien compte dans les réponses aux questions à quel point c'est toujours sibyllin, vous avez un ordinateur qui nous répond, il n'y a pas cet engagement personnel. Donc peut-être que dans ce que vous mettez en place, Caroline à l'AEC, c'est... non mais après, Chapelle, c'est une présence de dingue, on y est tout le temps. Là maintenant, on a mis l'agence à côté. Là maintenant, je passe mes journées à parler avec les preneurs des seaux, et voilà, et à récolter tous les problèmes de la RIVP. Donc là, je leur dis, écoutez, je ne suis pas la RIVP, et sur certains points, je ferai remonter l'information. Donc parce que bon, voilà, là il y a les premiers qui s'installent, et je suis convaincue qu'il faut accompagner. Et justement, le projet, il est tous les jours une nouvelle histoire. Je pense que c'est pour ça que peut-être on va peut-être réussir à faire un quartier plus intéressant. Le quartier marchera si les socles fonctionnent. Ouais. Bien sûr. C'est tout le principe du projet. La ville, c'est quand même les 5 premiers mètres. Après, c'est autre chose. La ville, c'est l'espace public et les 5 premiers mètres des bâtiments. Or, il faut être honnête, c'est quand même pas souvent ce qui est pris en compte quand tu fais un quartier moderne. Tu vas mettre des logements au rez-de-chaussée qui intéressent strictement personne et qui n'ont jamais fabriqué le moindre morceau de ville correct. Tu vois, il y a des espèces. T'as l'impression. Ça, c'est dans une ville très très classique. Quand tu vas, par exemple, tu te balades dans les pays anglo-saxons, les 5 premiers mètres, il ne faut rien dire. Enfin, la ville, elle est vertigineuse parce que tu es dans une ville dense comme Manhattan. Oui, mais toi, en tant que piéton, c'est toujours concerné par les 5 premiers mètres, c'est ceux que tu vas voir. Je ne pense pas, parce que tu as quand même un rapport à la perspective, à la hauteur de ce qui se passe. Enfin, je pense que même si notre regard est cadré, on sent ce qui se passe. Oui, mais bien sûr, mais t'as l'usage. Tu es dans une ville constituée déjà très dense, qui est d'un type classique,
traditionnelle. Et puis Avec t'as un souvent... rez-de-chaussée très énervé. Oui, t'es mais je pense rythmé que- par les grands lobbies, enfin, il se passe quand même quelque chose Oui, mais- dans un rapport au sol aussi, bien qu'il y ait le rapport lointain, bien évidemment. Mais ta Mais- ville vécue ne s'arrête pas au 5 mm. Je pense pas. En tout cas, Non, Non, pas dans la perception dans ta globale, promenade mais- urbaine, je pense que ta perception. Enfin, quand tu descends de chez toi et que tu cherches un mec qui vend du pain, par exemple, Oui. les 5 premiers mètres Dans t'intéressent la vie plus du que le quotidien. limba. Non, mais t'as raison, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que t'as le rapport vraiment au sol, et après, bien sûr, t'as le rapport et là, plutôt à la grande échelle. En fait. C'est là où je suis assez d'accord. Et plus Enfin, que dans ça l'échelle dépend. intermédiaire, t'es dans la grande échelle, où t'es vraiment un peu le nez dans la bordure de trottoir, et dans qu'est-ce qui retient ton œil sur les Mais on millions sait bien, d'interactions. Haussmann, dans certaines villes, on a réinterrogé Haussmann, on l'a pris comme modèle, et puis finalement, c'est pas tout à fait pareil, on lui a rajouté 2 étages. Quand tu vas te balader là, sachant qu'il dit, tiens, c'est pas pareil, c'est pas l'échelle que je connais, c'est pas, etc., etc. Et pourtant, tu as toujours cette strate du rez-de-chaussée, ce corps minéral et puis ce jeu d'attique qui va faire la particularité de Paris et tout ce. Néanmoins, au niveau des besoins et de l'usage, le rez-de-chaussée et les 5 premiers mètres répondent Ah, tout à à fait. cette fonction. En fait, je pense que c'est dans ce sens-là que c'est déjà important. Après, effectivement, c'est ce qui fait, c'est ce qui différencie une ville. Donc cette ville des 5 premiers mètres, c'est un petit peu le monde d'en bas dont tu parlais tout à l'heure, Caroline. Notamment, oui, je pense qu'ils fabriquent beaucoup à Chapelle. T'as des boulangeries? Il y en aura. Il y aura des commerces. Bah, l'idée des SO, c'est que au début, on pensait que justement c'était un quartier qui était un peu décroché des flux principaux, donc il aurait du mal à être occupé par des commerces. Donc, tout le principe des SO et de les activer sur les 2 niveaux, c'était plutôt pour réinventer plutôt une forme de cour industrielle qu'on voit dans le Paris un peu de faubourg, un peu mixte, plutôt que vraiment des commerces au pied des bâtiments. C'est vraiment ça qu'on a cherché à vraiment poser. C'est pour ça qu'on voulait qu'il y ait une interaction entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Et c'est pour ça qu'on voulait que les gens habitent et travaillent pour les preneurs des SO dans le même en duplex, quoi. C'est pas exactement ce qui s'est passé partout. Et puis maintenant, la RVP, par exemple, veut le louer beaucoup plus en commerce, en fait. Et ça, c'est possible. Ça, c'est bon, voilà. C'est la réversibilité de la ville. De C'est toute quand façon, même- c'est tout. quand Ben même- voilà, c'est après, ça. voilà. Et après, c'est la vie du projet, et c'est parfait, et c'est parfait. En fait, c'est la capacité de réintervenir dessus, c'est ce qui fait la force de la ville. C'est-à-dire que la ville, elle est jamais figée. Tu prends Bien sûr. une ville ancienne et tu prends des photos tous les 20 ans, tu t'aperçois qu'en fait, toute la couche du fameux 5 mètres, tu vois, ils vont avoir changé tout le temps. On voit avec le post-Covid les magasins qui ont fermé, d'autres qui ont ouvert. Tout d'un coup, tu redécouvres un espace que tu as pu connaître, une rue que tu as connue. Il y a 30% des boutiques qui ne sont plus les mêmes. Tu ne te rappelles même plus de celle qui était là avant, la nouvelle qui a ouvert. Donc, je trouve que cette espèce de côté, on va dire, à la fois dans la durée et dans l'instant, c'est vraiment 2 choses qui font la qualité de la ville et qu'on essaye de trouver. Bien je sûr. pense, quand on veut faire Et la ville. justement, plus elle a la capacité à bouger d'elle-même, et c'est plus, je pense, c'est plus une réussite que on n'est pas là pour figer l'espace ou le programme. Donc on a parlé de ces 5 mètres qui sont intéressants et qui sont fondateurs, qui sont un peu la clé du succès. On a vu à Rebière, on a parlé d'une rue autour de laquelle de part et d'autre s'installent un certain nombre de logements, d'opérations de logement collectif. À Rezé, on a aussi cette raquette dans une dimension assez protectrice. C'est circonscrit finalement, mais on sait qu'on attend des urbanistes d'avoir une vision métropolitaine. On ne parle plus d'un quartier qui ne soit pas métropolitain, avec les grandes dynamiques métropolitaines auxquelles on ne doit pas échapper. Je sais que c'est aussi dans cette tension, notamment à l'AEC, que vous vous situez. Alors comment on peut être justement cette dynamique interpersonnelle de regarder comment l'autre s'aligne la matrice de son béton et ne pas perdre de vue les enjeux métropolitains dans lesquels manifestement la ville doit s'inscrire. Et est-ce que c'est pas justement pour cette raison qu'elle perd de vue parfois sa petite échelle et son urbanité au sens strict, à vouloir être métropolitaine? Moi, je trouve que Tokyo, c'est un très bon exemple de l'échelle que je trouve
c'est dans la manière, pas dans le résultat architectural ou plastique de la chose qui a son identité particulière, mais dans cette idée qu'il y a, t'es entre la ville générique qui peut être exactement la même dans la maquette, mais à chaque fois, tu es dans une très petite échelle. Tu as l'impression tout d'un coup que les bâtiments que tu as en face de toi, c'est toutes des maisons individuelles, mais en même temps qui sont collées les unes aux autres. Et donc cet ensemble de petites surfaces qui s'agglomèrent fabrique des gros blocs, mais très hétérogènes. Et en même temps, tout est très... Enfin, tu as une espèce de porosité de ville moyenne, en même temps qui est composée de petites architectures qui sont collées. Moi, j'ai l'impression qu'à vouloir toujours imaginer la métropole et la grande échelle et le plan vu du haut, on perd quand même cette fameuse idée d'être à côté des bâtiments, proche, le côté un peu communauté qu'il peut y avoir. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, la ville qu'on aime, ça fait 25 ans qu'on vit dans le même quartier, j'ai l'impression de vivre dans un village. Moi, notre quartier, c'est 3 rues, tu vois, qui se croisent et qui fabriquent... Tu parles de rue, et justement, je rebondis sur ce que disait Caroline tout à l'heure, c'est-à-dire que la place du vide est importante, puisque finalement, c'est ça qu'on use, l'usage qu'on en fait en tant qu'habitant, c'est le vide qu'on habite. On a bien vu, pendant le Covid, Paris vidé, c'est plus Paris, c'est autre chose, et les gens n'ont pas la place de vivre chez eux, et inversement, voilà, il y a toute une part de la vie qui nous a été interdite. Et en fait, justement, je pense que quand le dessin du vide est présent, tu peux effectivement après t'autoriser à tout un tas de choses. Mais le cadre du vide, c'est le propre de la banlieue, où finalement le plein et le vide ont presque la même valeur. Tu sais jamais dans quoi tu te situes. Si tu te situes dans tu te situes dans une maille où tu te repères pas justement, parce qu'en fait, t'as pas de repère suffisamment présent. En fait, et la ville qu'on aime, même quand tu parles de Tokyo finalement, même si tu repères cette échelle individuelle qui est surprenante la première fois que tu vas à Tokyo, tu te fais l'idée d'une ville grande, importante, violente presque. Et en fait, tu es surpris par la douceur finalement de la petite échelle, et parce que je pense qu'il y a un rapport au plein et au vide qui est... Est-ce que finalement, l'urbanisme ne serait pas tout bêtement de faire des rues? Non, tu vois, j'aurais Caroline qui pas uniquement. C'est une vraie question, c'est un vrai schisme. Est-ce que finalement la rue n'est pas le truc suffisant dans le Je pense que bon, il y avait les typomorphos, hein, c'était leur devise. Hein. Moi, je pense que nous, on a un peu dépassé ça, mais évidemment que voilà. Après, je dis pas que la rue fait pas partie des éléments qu'on doit travailler. L'attractivité d'une ville, ça se mesure pas uniquement à la rue. C'est-à-dire que si on veut vraiment mesurer l'attractivité d'une ville, comme tu parlais des métropoles, elles se comparent les unes aux autres. Et la liste des éléments qui permettent de mesurer l'attractivité d'une ville, elle est très très longue. Il n'y a pas que la forme, en fait. Il y a tout ce qui compose la vie et l'économie, etc. Donc en fait, ça ne peut pas se résumer à ça. C'est un des paramètres, c'est sûr. Un des paramètres indispensables, même fondateurs, la question de l'espace urbain. Mais il n'y a pas que ça. Alors, est-ce que le monde d'en bas s'intéresse aux habitants, aux usagers de la bande de 5 mètres dont on a parlé, et est-ce que le monde d'en haut s'adresse à la métropole? Comment résout l'équation? On pourrait dire comme ça. Est-ce que ça vous va? Non, mais il y a une dimension identitaire dans la métropole. C'est-à-dire que tout d'un coup, on fait quartier, on fait identité. Ayant l'impression d'appartenir aussi à un tout. Mais si jamais on est dans le nivellement absolu permanent, tout d'un coup, il ne se passe plus grand-chose. Donc pour moi, métropole, on le ressentait énormément quand finalement tout ce qu'on a pu construire dans les années 60-70 faisait énormément de métropole. Et je trouve qu'à un moment, il y a eu une sorte de nivellement de la pensée, de l'urbanisme, on faisait tout un peu pareil, on voulait faire pseudo, je sais pas quoi, etc. Et là, on a tout nivelé et on a pu faire métropole. Pourtant, on voulait faire un peu tous pareil, mais voilà. Et cette recherche d'identité par rapport à un lieu, par rapport à l'idée de faire quartier, pour moi, est primordiale. Et on le voit ce qui est amusant, c'est que quelquefois, on est dans les jurys, donc on est de l'autre côté de la barrière. Et on voit les projets qui tout d'un coup vont élever un quartier et ceux qui au contraire où il ne va pas se passer grand chose. Et
c'est plutôt ça que je pense qu'il faut essayer de chercher, une dimension identitaire. On n'est pas dans la même métropole, enfin on est dans la même métropole, mais on n'est pas dans le même quartier quand on est au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest de Paris, le rapport à la Seine, le rapport à un bois, etc., etc. Et tout ça, je pense que c'est des choses qu'il faut absolument travailler dans l'idée d'un tout. Moi, ce que j'aime à Tokyo, c'est aussi la rupture d'échelle. En fait, je pense que c'est ça que tu aimes. C'est qu'à la fois, tu es dans des quartiers hyper résidentiels, dans des petites ruelles, tu as l'impression presque de passer chez les gens, tu vois, tu te faufiles, et puis tout d'un coup, tu as accès haut. Et cette rupture d'échelle, elle est hyper intéressante. Et je pense que s'il y avait un peu aussi des enjeux de qu'est-ce qu'on cherche, on cherche aussi ce rapport à des moments où justement, on ne cherche pas à faire des trucs intermédiaires entre deux choses, on assume la rupture d'échelle. Et ça, je pense que ça, c'est très fort. Et ça, c'est hyper dur à faire comprendre à un élu. Tu lui dis, tu vas faire le choc des échelles. Il dit, ah bah non, moi ce que j'aime bien, c'est le R+3. Ok, mais peut-être qu'à des moments, il faut faire R+20, et puis à des moments, R+2. Et à des moments, souvent, dans les paysages industriels ou ce qu'on aime dans des villes comme Lille, etc., c'est vraiment aussi cette rupture d'échelle entre nous, c'est ce qu'on a beaucoup essayé de travailler à FIV, un rapport d'échelle complètement d'un coup. Et ça, je pense que c'est important, effectivement, et je pense que c'est ça qu'on aime, par exemple, à Tokyo, qu'on est un peu l'exemple manifeste. Mais je pense que moi, il y a un projet que j'aime beaucoup d'Alric, qui est le projet de la CEMAPA, vos logements avec chocolat. Mais au-delà du projet architectural, je trouve que tout d'un coup, la force du projet de Pense en Parc à l'intérieur, c'est d'avoir sculpté, on va dire, le rapport des choses. Parce que c'est une décision très forte. Si tu dis à un élu, là, la parcelle, elle ne pourra pas monter à plus de R+3, et puis là, elle pourra monter à R+20. Donc le mec qui achète R+3, il se trouve spolié, en tout cas, où du coup, la valeur de son foncier, c'est pas du tout la même que celle d'à côté. Donc il y a une sorte de... Ça, ils le savent avant. Non, je sais bien, mais je veux dire, si tu en tout cas, tu peux t'arranger pour qu'ils le sachent avant. Voilà, il faut le dessiner, mais c'est quelque chose, tout d'un coup, qui est presque contradictoire à la manière de faire la ville. Tu vois, la ville, elle se fait par des stratégies d'opportunités, de trucs à l'américaine, où tu achètes l'espace à construire au-dessus de la parcelle d'à côté. Enfin, on aime bien vraiment il y a du fric dans la fabrication de la ville. Donc, à un moment, si tu dis tout le monde est à R+4, au moins tu sais que la valeur de ta parcelle, c'est toujours la même. Si tu décides que celle-là pourra monter à R+1 et l'autre à R+20, tu vois, si c'est le terrain de ton copain que tu vends à R+20 et... Oui, je parlais à l'échelle d'un quartier, mais je ne parlais pas forcément à l'échelle d'un parcelle. Parce que on aime beaucoup quand on voit le New Museum à New York, là où tu as la tour de Sejima, qui fait une sorte de truc avec à côté les petits bâtiments. On l'aime cette rupture. Et je pense que tu disais en introduction, Annabelle, le collage, qui finalement revient à la fois dans la manière de faire des livres, dans la manière de faire des... Enfin, je pense que notre génération, elle est plus fascinée par le hasard, la juxtaposition, la rencontre, finalement des choses qui ont été des coups partis de la ville qui s'est fait industrielle, tout d'un coup au milieu tu as une sorte de je sais pas quoi de silo qui est là, tu te dis c'est génial, on va pas la raser, on va au contraire faire le truc autour de cette variation. Et donc ça, je pense que c'est un truc qui est très fort, mais c'est comment on arrive à le refabriquer, on va dire, in vitro. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Quand on a réussi à Rebière à faire ce truc-là, c'est comment in vitro tu fais ce que tu aimes dans la ville, c'est-à-dire justement le bas, le haut, sur une rue où tu vas avoir 3 trucs qui vont bouger et qui fait que 10 ans après que c'est réalisé, tu as l'impression que ça a été fait au fil du temps en 20 ans, tu vois. Il y avait un rapport très simple et charnel avec le travail, quand on travaillait tous ensemble. Alors déjà, il aimait bien réunir tout le monde, tous les acteurs qui étaient là, et pas forcément uniquement les architectes, mais aussi la personne qui allait s'occuper du square, tout le monde était... Et il voulait que ça soit abordé de façon très très simple. Un petit bout de mousse, je découpe, je prends un cutter, je lève, et puis c'était ce rôle qu'il aime bien avoir, de juste regarder que la lumière circule, que la perspective est juste, que voilà, c'est vraiment ce jeu de proportion qu'il aime bien avoir, un peu il parle beaucoup, donc il a cet œil assez équilibré. Et cette démarche très simple, ensemble, avec 3-4 outils, finalement, ça nous a donné énormément de liberté. Et nous, quand on avait travaillé
avec François ce projet. C'était essentiel de rester très simple comme on avait pu écouter Ports-en-Parc. Et vraiment, le bâtiment, c'est un fil à découper, c'est un bout de mousse découpé au fil chaud. Et je pense que ça peut être aussi une des premières bonnes étapes de la structuration d'une rue, d'un ensemble, de revenir à des choses assez charnelles, assez simples, assez élémentaires. Voilà, la forme, les lumières, la hauteur, et ne pas hésiter à pousser les choses. Voilà, c'est sortir des règles, sortir des principes bien élevés. Mais c'est lui qui l'a mis en place, la règle. Tout à fait. À la fois, il fabriquait un morceau sculpté d'une micro-urbanité qui était un îlot, je sais pas, c'était un grand îlot, mais c'était une composition complète maîtrisée par. Et ce qui l'intéressait, c'était la façade sur la rue. Qu'est-ce que ça peut être? Et en plus, ce qui était amusant, c'est qu'on était déjà dans une succession d'exemples d'urbanisme sur lesquels on pouvait émettre certaines critiques ou au contraire retrouver certaines qualités. Et voilà, il voulait il réinterroge ça en permanence. Quelles règles on se donne pour faire ça? Parce que, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on fabrique la ville avec des règles. C'est la base, c'est quand même ça. À un moment, les règles financières, justement, pour pouvoir vendre des parcelles, vendre des trucs. Donc, comment on peut réussir à trouver cette méthode pour la finalité, on sait laquelle on veut avoir. Enfin, je sais pas. Je parle pour moi, je pense qu'on partage de la densité, de la différence, de la vie qui va se passer, à la fois de dilatation et de densité. Quel est le système qui permet de générer ça dans la méthode? Oui, c'est compliqué. Peut-être que plutôt de règles, il faudrait parler de régulation, en fait, d'une régulation qui s'exercerait collectivement, qui serait toujours remise en jeu, qui viendrait de manière instantanée, viendrait se réindexer sur ce qui s'est fait. Peut-être que pour conclure cette discussion, on pourrait dire que les clés d'un urbanisme réussi ou d'un quartier, ce serait de gérer le hasard in vitro, tout en ayant toujours un œil sur les progrès. Ça vous va? C'est un peu de conclusion. Quelquefois, les pires choses qui ont généré la ville, comme la spéculation, finalement, ça m'a fait des choses assez extraordinaires. Et là, nous, en Europe, on est assez timoré par rapport à ça. Est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce que le bien est la meilleure manière de faire la ville? Mais c'est exactement ça. C'est Je suis dans l'urbanisme progressiste. Je pense que j'ai la bonne conclusion, c'est une phrase de David assez récente qui m'a dit que la ville n'était pas faite que de bons sentiments.